J'ai eu la chance d'avoir une enfance pas terrible, une enfance minable, parce que je vivais très très mal. Et du coup, au fur et à mesure que le temps avançait, j'essayais de chercher des solutions pour me sortir de cette enfance qui allait pas du tout. Je n'étais pas adapté du tout au système. On disait juste, il faut que tu rentres dans le cadre, il faut que tu ressembles aux autres, il faut que tu apprennes la récitation par cœur, il faut que tu fasses les mêmes réponses que les autres. Et surtout, n'essaie pas de faire le malin, n'essaie pas de te démarquer. Donc je crois que j'ai agacé beaucoup de gens en essayant précisément de faire de l'originalité, que ce soit dans les dessins, que ce soit dans la musique, que ce soit dans tout. Donc j'étais complètement décalé et le système me disait ça va pas. Il y a un proverbe japonais qui résume ça, c'est le clou qui dépasse attire le marteau. Je crois que j'ai toujours essayé de sortir de l'ensemble des clous et du coup je me suis pris tous les marteaux qui traînaient. Mais maintenant je m'aperçois que c'est quand même malgré tout la position intéressante. Sortir du niveau global et essayer de voir au-dessus, est-ce qu'on ne repère pas des choses plus intéressantes. J'ai commencé à ne plus être aussi malheureux dès que j'ai commencé à écrire des histoires. Je mettais en scène les images qu'il y avait dans ma tête, et c'était des images compliquées, notamment beaucoup de vaisseaux spatiaux. Ma mère avait retrouvé des dessins où, à peu près vers l'âge de 6 ans, je dessinais des vaisseaux spatiaux, et je disais, je vais réunir tous mes copains et tous les gens que j'aime bien, et on va quitter cette planète pour recréer autre chose ailleurs. Et ça a donné bien plus tard le papillon des étoiles. En tout cas, je crois que quand j'ai fait le papillon des étoiles, c'était comme l'aboutissement de ce projet de tout petit enfant. J'étais pas bon en sport, j'étais pas bon à l'école, donc la place de raconteur d'histoire était libre. Du coup, je pouvais être identifié. Ok, il n'est pas bon à l'école, il n'est pas bon au sport, il n'est pas bon au football, mais il nous raconte des histoires fantastiques, donc j'avais trouvé une place au sein des cours de récréation, ce qui est important pour un jeune de 8 ans. Et puis arrive, vers l'âge de 13 ans, un rendez-vous assez étonnant. C'était une période très très difficile pour moi parce que mon grand-père venait de mourir, j'avais de très mauvaises notes à l'école et j'avais une sorte d'hostilité de toute la classe qui faisait que j'étais introverti dans mon coin. Je n'avais pas trouvé mon groupe de gens auxquels je peux raconter des histoires. Et dans cette colonie de vacances, c'était à Hyères, je repère un type qui était extrêmement détendu, souriant, et qui, contrairement à l'agitation du groupe, semblait détaché. Je suis allé le voir et je lui ai dit c'est quoi ton truc pour être tout le temps comme ça, aussi relax? Il me dit mon truc c'est le Hatha Yoga. Je tiens mon enseignement de André Van Lisbeth et j'avais 1 heure le matin au yoga avant d'aller à l'école et 1 heure au yoga en revenant de l'école. Donc je faisais du yoga à fond. Il m'a appris à respirer. D'abord je ne savais même pas qu'il fallait apprendre à respirer, pour moi c'était quelque chose de naturel. Il m'a appris à fixer mon regard. Il avait dessiné, je me rappelle, un petit rond sur la toile de nos tentes. Il fallait que je reste le plus longtemps possible. Et au final, je commençais à voir des flammes. Il m'a appris après à tenter de ralentir ma respiration au maximum, puis mes battements cardiaques. Il m'a appris à me lever avec le soleil, me coucher avec le soleil, et à tout faire en conscience. Les asanas, donc les positions, étaient vraiment l'aspect le moins intéressant. Il me disait juste, essaie d'arriver un jour à faire le lotus, parce que cette position-là est la clé de toutes les autres. Et il avait cette manière, quand il mangeait, de réellement manger en conscience. Quand il marchait en conscience. Tout ce qu'il se faisait, il le faisait lentement et en étant présent dans ce qu'il faisait. Et je me rappelle que j'avais suivi une fois sur ce bunker où on regardait la mer et le lever de soleil. Et j'ai vu à un moment, il y avait un moustique qui était posé sur sa paupière et qui avait enfoncé le dard dans sa paupière. Et il était en position de méditation et il n'a pas bougé. Comme si vraiment il n'y avait plus personne à l'intérieur. Il m'a appris, ou il me semble qu'il m'a appris à faire le voyage astral, c'est-à-dire il m'a appris à faire cette position, à ralentir ma respiration, à ralentir mon cœur et à avoir cette impression que mon esprit sort et commence à voler dans le ciel. Par la suite, ça m'a inspiré les Thanatonautes, l'Empire des Anges, ça m'a inspiré beaucoup de romans. En tout cas, j'ai vu un être humain qui vivait avec une expérience nouvelle que je ne connaissais pas. Et cette expérience me semblait bien au-delà du simple yoga. L'autre élément troublant dans cette expérience, c'est qu'il y a un autre gamin qui, lui, était dans le club karaté, à l'intérieur de la colonie de vacances, qui est arrivé et qui me dit « Dis donc, qu'est-ce que tu fais avec Jacques là, vous partez tous les matins, là, ça énerve tout le monde. » Et je lui dis bah, « Ça peut vous foutre, ça peut te foutre. » Il me dit bah, « Ça nous fout que vous avez l'air bizarre, le maître et le disciple, là, et puis on ne sait pas ce que vous faites, ça énerve tout le monde. » Puis il m'attrape et il me jette par terre. Et je suis allé voir Jacques, j'ai dit pourquoi il
que ça gueule à moi alors que c'est toi qui es le grand maître. Il fait, ben justement, il me dit, t'es à mi-chemin, donc t'es encore accessible à la connerie. Et quand tu auras rejoint mon cap, normalement, ils n'ont même plus envie de t'embêter. Et j'ai compris que dès le moment où on fait la spiritualité, on agace ceux qui n'y sont pas, ou qui sont jaloux, ou qui ont envie d'atteindre ça. Et j'ai compris donc du coup qu'il fallait être plutôt discret. On ne peut pas dire aux gens, vous pouvez le faire, vous devez le faire. On peut juste leur montrer que ça nous fait du bien, et après, ils ont peut-être envie de le faire. Je me suis retrouvé au lycée Ozen, et je m'ennuyais beaucoup dans ce lycée. Et donc j'ai créé un journal qui s'appelait La Soupe à l'Ozen à l'époque. Et là, pour la première fois, j'ai eu l'impression que tout d'un coup, j'avais trouvé ma place. C'est raconter des histoires. Donc j'ai fait des scénarios de bande dessinée, j'ai fait des éditoriaux, j'ai commencé à écrire des histoires et les mettre dans le journal, et les gens payaient pour lire ce journal. Donc j'avais démarré un système sympathique. Après, quand je suis sorti de ce lycée, j'ai continué, alors que j'étais en fac de droit, à faire un journal qui s'appelait Euphorie. En droit, je me suis aperçu que c'était pas du tout mon truc. Et donc, j'ai fait la criminologie, qui était du droit qui me semblait plus sympathique et qui pouvait fournir déjà une base pour mes premiers scénarios de polar. Et j'ai commencé l'écriture des fourmis. L'écriture des fourmis, j'ai démarré à 16 ans, ça va me prendre 12 ans à l'écrire, mais c'était une sorte de toile de fond de toutes mes autres activités. Après, j'ai fait une école de journalisme, et vu que je voulais être journaliste scientifique, par chance, il y avait très peu de gens qui voulaient être journalistes scientifiques. Donc quand je suis sorti, j'ai assez facilement trouvé des piges, puis après une place de journaliste régulier au Nouvel Observateur. Le Nouvel Observateur, ça a été une expérience étrange, parce que je découvrais en fait l'entreprise. Et le Nouvel Observateur, ce que j'ai découvert, enfin, c'était comme ça à l'époque, je ne sais pas si ça a changé depuis, c'est qu'il y avait en gros 120 journalistes, et sur les 120, il y en avait 80 qui avaient titre de chef. Donc c'était l'armée mexicaine, tout le monde était chef. Et les 40 qui n'étaient pas chefs, c'est eux qui faisaient le journal et qui bossaient, et qui avaient des salaires les plus minables et la position la moins sécure. Et tous ces chefs ne faisaient rien d'autre que nous empêcher de travailler. C'était très étrange. Notamment, j'étais au service société, j'avais une chef de société qui ne savait ni lire ni écrire, mais qui dans les articles n'importe où. J'aurais pas vécu ça, je ne savais pas que ça existait. Et par la suite, j'ai vu ça dans d'autres entreprises, c'est-à-dire on place des chefs incompétents qui ne servent qu'à stresser les gens en dessous, sans rien produire. Bon, à partir de là, ma vie de journaliste, j'adorais aller sur le terrain, précisément pour ne pas me retrouver dans la rédaction qui fonctionnait comme ça. Et c'était pas la culture d'entreprise. Mon collègue m'a dit, tu prends une dépêche AFP, tu changes la première phrase, la dernière phrase, tu mets un joli titre marrant, voilà, ça fait l'article. Moi, ce qui m'amusait en tant que journaliste scientifique, c'était aller dans les laboratoires, discuter avec les scientifiques, aller mettre mon œil dans le télescope, voir une fusée décoller. C'était un peu un système où tout le monde restait à son bureau et puis se battait. Il y avait des luttes de bureau pour essayer d'avoir des augmentations de salaire, des trucs. J'étais extrêmement déçu. Et je pense que mon inconscient a perçu, c'est pas là que tu vas t'épanouir non plus. Je comprenais pas bien pourquoi il ne m'utilisait pas plus, puisque je proposais plein d'idées. Je faisais la page science, je lançais des reportages. J'avais notamment lancé cette idée à l'époque qui était nouvelle, c'était faire un dossier sur Dieu et la science, c'est-à-dire le rapport entre la spiritualité et la science, qui avait été un grand succès. De même, j'avais fait un grand dossier sur la mort, qui m'avait pris 6 mois, dans lequel j'étais allé voir tous les hôpitaux, des gens qui témoignaient sur les Near Death Experience. J'avais ramené ça, et ça devait faire la couverture du journal. Et une semaine avant que ça devienne la couverture, alors qu'on avait déjà tout préparé, ma chef a eu une sorte de réduction sur les vêtements, qui a fait qu'elle a remplacé tout le dossier sur les Near Death Experience et la mort sur un dossier sur la marque de vêtements qui a offert ces vêtements. Et je suis resté comme ça, je me suis dit, attends, tout mon travail part à la poubelle parce qu'on lui a offert des vêtements moins chers. Mais je me suis retrouvé avec cet énorme dossier sur la mort qui m'a après servi comme documentation pour faire les Thanatonautes. Et ils ont fini par me virer, et là j'ai fait un an de chômage dans lequel j'ai terminé les fourmis. Et quelque part, ils ont bien fait de me foutre dehors parce qu'ils m'ont obligé à chercher mon autre place qui était raconteur d'histoire. Et en écrivant les fourmis, je voulais quand même parler de mon expérience de l'Obs, de mon expérience d'entreprise. Je suis arrivé dans une planète où on ne peut pas déployer les ailes, on ne peut pas s'épanouir. Et je voulais en parler, et j'ai trouvé cette loi de Parkinson qui dit, en gros, plus une entreprise grandit, plus elle a intérêt de prendre des gens incompétents, surpayés, et de se débarrasser des gens innovants, sous-payés. Pourquoi ? Parce que les incompétents surpayés feront tout pour maintenir l'entreprise dans l'état où elle est,
alors que les innovants sous-payés voudront forcément s'élever au sein de l'entreprise, voire proposer des réformes, ce qui va compliquer la vie de tout le monde. C'est un système qui a été établi, je ne sais pas à quel moment quelqu'un qui a lancé ce mécanisme, c'est un truc qui ne marche pas, mais que tout le monde connaît, donc tout le monde reproduit. Et en posant la loi de Parkinson dans les fourmis, je me suis dit, bon, ben ça règle mon rapport à l'Obs. Ok, ils sont comme les autres entreprises, c'est une entreprise qui, pour avoir de la tranquillité, va se débarrasser systématiquement de tous les gens qui sortent du système et qui proposent des choses nouvelles. Pour moi, ce qui me semble la première vertu, c'est la curiosité. On arrive sur une planète, il y a des couleurs, il y a du bruit, il y a toute une diversité d'êtres et d'animaux. La première chose qui me semble intéressante, c'est les regarder et s'y intéresser. Quand j'étais petit, je restais des heures à observer la nature, notamment les fourmis, parce qu'elles ne s'enfuyaient pas quand j'étais là. C'est aussi simple, c'est des animaux, quand je m'approchais des lézards ou je m'approchais des grenouilles, elles partaient. Donc les fourmis restaient là, donc j'ai observé les fourmis. Et à travers mes histoires, ce que j'essaie de dire aux gens, c'est soyez juste curieux. Je n'ai aucune vérité à vous proposer, je n'ai pas de découverte unique ni en science et en spiritualité, mais ce que je vous propose, c'est regardez ce qui se passe autour de vous et oubliez tout ce qu'on vous a dit, essayez de ressentir en vous vos intuitions, votre vérité, et à partir de là, utilisez cet outil, votre propre détecteur d'informations, comme moyen de comprendre le monde qui vous entoure. Les fourmis, en fait, la première idée, c'était les fourmis n'ont pas l'air intéressantes. Si vous les observez bien, vous allez vous apercevoir que vous avez des réponses à vos questions personnelles les plus intimes dans l'observation des fourmis. Pour moi, les fourmis, c'est le plus mauvais sujet qui pouvait exister. Tout le monde s'en fout des fourmis. On s'intéresse aux abeilles parce qu'elles font du miel, on s'intéresse aux moustiques parce qu'ils filent des maladies. Mais les fourmis sont neutres. Si je vais arriver en montrant qu'en s'intéressant à ce petit animal qui a l'air inintéressant, on peut comprendre non seulement comment fonctionne le monde, mais aussi l'avenir de l'humanité. Notamment, la première chose qui m'a étonné, c'est leur âge. Les premières fourmis sont apparues sur Terre il y a 120 millions d'années. Deuxième élément, c'est qu'elles fabriquent des cités. Donc elles vivent comme nous, avec des routes, des cités, une agriculture, une armée. Elles ont des répartitions de tâches. Et en étudiant bien les fourmis, j'ai même découvert ce qui a l'air un peu surprenant, parce que ce n'est pas la vision qu'on a des fourmis, c'est qu'elles ne travaillent pas toutes. Non seulement elles ne travaillent pas toutes, mais pour reprendre un peu l'esprit de l'entreprise que je citais tout à l'heure, en fait, il y en a un tiers qui ne font rien, mais réellement, c'est-à-dire ils se promènent, ne produisent rien, ne font pas la guerre, ne font pas la nourriture, elles ne s'occupent même pas de la gestion, elles se promènent ou elles dorment. Un tiers qui fait des choses inutiles qui gênent tout le monde. Genre, je déplace une branchette qui va bloquer un passage, qui va faire que tous ceux qui amènent la nourriture ne peuvent plus passer. Et c'est que le dernier tiers qui répare les conneries du deuxième tiers et qui fait tourner toute la boutique. Donc c'est pas du tout un animal parfait, efficace, c'est un animal par contre qui est harmonieux. C'est-à-dire que la fourmilière pense comme un organisme global, il n'y a pas d'égoïsme, chacun a comme intérêt le bonheur collectif. De ces petits êtres peut sortir un enseignement qui va au-delà de tout ce que vous pourrez recevoir juste par un travail intellectuel. Donc observez la nature, observez le monde, prenez un peu de recul et arrêtez la machine de jugement. Peut-être que c'est le seul message que j'ai à délivrer dans mes romans, c'est intéressez-vous au monde qui est autour de vous, comprenez votre propre mode d'emploi pour être le plus en équilibre avec ce monde et déployer vos ailes et révéler votre talent. Le but de votre vie, c'est de savoir qui vous êtes. Point. Après, il y a plusieurs cheminements. Vous pouvez par le travail, vous pouvez par la famille, vous pouvez y arriver par peut-être des spiritualités. Le plus tôt on se pose la question, au fait, qui suis-je et qu'est-ce que je fais là et quel est mon potentiel, le plus tôt on a une chance d'être heureux parce qu'une fois qu'on l'a compris, on va pouvoir développer ce potentiel. Je crois que j'étais un enfant plutôt peureux et donc chaque fois qu'il y avait le choix j'y vais ou j'y vais pas, j'étais plutôt dans j'y vais pas. Et c'est quand j'ai commencé à créer le journal et à prendre des initiatives que je me suis dit finalement chaque fois que je prends l'option j'y vais, j'ai plutôt des récompenses sympas et pour l'instant j'ai pas eu de gros embêtements. Donc à partir de là j'ai commencé à surmonter ma peur et me dire même si je me plante c'est pas grave. Et maintenant à mon âge je me dis j'aurais dû en prendre encore plus de risques et je conseille aux gens quand je fais des conférences je leur dis allez-y, si le train ralentit et que vous pouvez monter dedans n'hésitez pas à monter, quitte à vous tromper, quitte à avoir une mauvaise expérience, mais au moins vous aurez appris. Le pire c'est de ne pas apprendre.
c'est de ne pas savoir, et à force de vouloir se protéger, de rater les expériences. Quand on regardait un film, le héros, c'est celui qui prend des risques et qui réussit ou qui ne réussit pas. Mais si le héros il restait chez lui à regarder la télé en attendant que la vieillesse et que ses points de retraite s'accumulent, on ne va pas s'intéresser au film. Pour être le héros de son film, il faut lutter contre l'adversité, prendre des risques, aller de l'avant et se dire surtout, peut-être cette idée, faire de sa vie un roman. Il faut que ça soit un roman agréable à lire, donc on a intérêt à ce qu'il y ait des péripéties, et pour qu'il y ait des péripéties, il faut prendre des risques. Pour moi, l'idéal, ce serait qu'il y ait 8 milliards d'êtres humains créatifs qui s'amusent tous autant que je m'amuse, à savoir qui fabriquent des mondes, qui fabriquent des personnages, qui ouvrent des perspectives, qui proposent des idées pour un monde meilleur, et qui au final communiquent les uns avec les autres pour s'enrichir mutuellement l'esprit. En tout cas, si on fait que suivre le projet du système, donc savoir les parents qui nous disent faut que tu te maries, que tu fasses des gosses, l'école qui nous dit il faut que tu trouves un boulot, que tu ne sois pas au chômage, et après l'entreprise qui nous dit faut pas que tu demandes une augmentation de salaire, sinon tu ennuies tout le monde et les autres vont faire pareil, et puis il faut que tu fasses comme les autres, que tu n'essaies pas de faire le malin. Puis après, on meurt. Et je vais dire so what? Et alors? Bon, tu as fait ce qu'on t'a dit de faire, est-ce que tu es épanoui? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu as l'impression que tu as utilisé ta vie au mieux de tes possibilités? Et à côté de ça, on peut très bien ne pas avoir de famille, ne pas avoir de travail, c'est plus compliqué, c'est moins confortable. Puis piger comment fonctionne le monde, être dedans, s'épanouir, être créatif. Je souhaite à tous mes lecteurs, à toute l'humanité, d'avoir une vie qui a un sens. Et ce sens n'est pas l'argent, et n'est pas le pouvoir, et ce n'est même pas le confort. Ça aide à trouver le sens de sa vie, mais pour chacun, la recette est différente. Et il n'y a qu'en s'interrogeant soi-même et en cherchant au plus profond de son inconscient qu'on peut avoir une réponse. Je venais de sortir Les Thanatonautes qui avait été un échec auprès des lecteurs, c'est-à-dire que le livre en une semaine était reparti à la pâte à papier parce qu'il n'y avait aucun article et il n'y avait aucun intérêt du public pour ce livre. Et c'était à une époque, en même temps, je divorçais et en même temps, j'avais peu de problèmes de santé. En fait, c'est une période d'hiver, tout va mal, on ne sait pas pourquoi, on peut s'accrocher, il n'y a plus de prise. Et j'avais une amie, Marie-Pierre Planchon, qui m'a dit il faudrait que tu rencontres ma médium, qui s'appelait Monique Parent-Bacan. Et je me retrouve devant une dame et elle commence à parler des anges, des archanges, tout ça, et puis moi je m'endors. Et à la fin, Marie-Pierre, elle me dit « Alors, qu'est-ce que t'en as pensé ?» Je lui dis « Écoute, je me suis endormi, ça montre bien que pour moi, j'ai déjà entendu ce genre de truc 10 000 fois, aucun intérêt. » Elle fait « Parce que je t'ai pris une séance demain matin, dans laquelle tu vas la voir en privé, tu vas voir, c'est super. » Je fais « Écoute, laisse tomber, ne me prends aucune séance, tout va bien. » Elle me dit « Vraiment, pour me faire plaisir, vas-y, vas-y, vas-y. » Bon, j'y vais, dans le style, j'y crois pas, mais allez-y, vendez-moi votre sauce. Et cette dame, Monique Parent-Bacan, elle me dit, bon, quelle est votre première question pour votre ange gardien? Alors je dis, qu'est-ce qui attend pour se mettre au travail, parce que là, ces temps-ci, c'est pas terrible. Elle me dit, mais il n'arrête pas. Et là, j'ai éclaté de rire, c'est comme si tout d'un coup, j'avais pris conscience que, alors que j'avais une vision que ma vie n'allait pas du tout, en fait, elle n'allait pas si mal que ça. Et j'ai eu un sentiment je suis peut-être ingrat envers quelque chose au-dessus qui me rend pas mal de service. Alors j'ai dit, ok, je reconnais, entre les accidents de bagnole que j'ai évités, les problèmes de santé que j'ai évités, les gros problèmes professionnels dont je suis sorti, finalement, il y a peut-être quelque chose qui m'aide quelque part. Donc si quelque chose est là, je lui dis merci. Elle me dit, il fait ça par plaisir, il est content de le faire pour vous. Et là, il s'est créé un petit dialogue, une sorte de complicité. J'aimais bien cette idée-là. Après, elle m'a dit, voulez-vous que je vous raconte toutes vos vies précédentes? Alors j'ai dit, j'y crois pas, parce que quand on raconte des histoires, on est toujours Napoléon ou Cléopâtre. Or, il n'y avait qu'un Napoléon, une Cléopâtre, qu'un César, qu'un Einstein. Et tout le monde est des stars, alors que si on regarde bien les gens avant, ils étaient tous des paysans qui poussaient la charrue, des soldats qui allaient au massacre, ou des ouvriers dans les usines qui suaient le burnou. C'était l'essentiel de l'humanité, c'était ça. Je fais comme par hasard, on tombe toujours sur des vedettes. Alors elle me dit, vous avez eu 111 vies. Il y en a eu en effet beaucoup dans lesquelles vous avez eu une vie de paysan banale, dans laquelle vous êtes marié jeune et vous êtes mort jeune. Mais je peux vous parler des vies les plus intéressantes. Et elle commence à me raconter des histoires de mes vies. Et toutes les histoires sont passionnantes et surtout elles résonnent et expliquent certains de mes comportements. Et là, en tant que romancier, je voyais bien le truc. Je lui ai dit,
écoutez, soit vous racontez à tout le monde les mêmes histoires, soit vous les inventez, vous êtes très doué parce qu'il y a un début, un milieu, une fin, un truc original, et en plus c'est connecté à mon comportement actuel. Notamment, elle m'avait raconté une vie de samouraï, et je me souviens qu'il s'avère que par le plus pur des hasards, j'étais nul en sport, j'étais très très bon au combat au bâton, au point de faire de la compétition, et j'ai jamais compris pourquoi dès que je mettais la tenue qui ressemble à une tenue de samouraï, j'étais une sorte de puissance et d'une envie de massacrer le type en face. Alors que je suis ultra pacifique et ultra doux, c'est le seul moment quand j'avais cette tenue, c'est comme qu'il y avait une mémoire ancienne qui se réveillait. Et donc là, elle m'a apporté une explication. Et elle me dit, de cette vie de samouraï, vous avez retenu une chose, c'est vous avez eu l'impression d'avoir une vie ratée parce que vous n'avez fait qu'obéir à votre shogun, donc à votre chef hiérarchique. Et vous vous êtes dit, plus jamais quelqu'un me dira ce que j'ai à faire. Dans toutes les prochaines vies, c'est moi qui prends les initiatives. Ça explique peut-être que ça soit mal passé et à l'école, et à l'observateur, il y a tous les endroits où il y a des chefs. J'aime pas qu'on me dise ce que j'ai à faire. Au mieux, on peut me donner un conseil, après je prends ma décision. Il y avait cette vie de samouraï qui était extraordinaire. Il m'a raconté une vie où j'avais été femme de harem en Égypte. Et alors là, pareil, ça tombait assez bien, parce qu'il s'avère que cette femme de harem s'ennuyait énormément. Et donc, elle s'était fait copine avec un eunuque, d'après ce qu'elle m'a raconté. Et le soir, elle se mettait sur la terrasse et elle mettait l'emplacement des étoiles. Et il s'avère que j'ai tout le temps été passionné d'astronomie, au point où quand j'étais petit, j'étais tout le temps dans les clubs d'astronomie. Et enfin, la troisième vie qu'elle m'a racontée, qui m'a bien intéressé, c'était une vie d'Atlante qui s'est passée il y a plus de 10 000 ans, dans lequel je soignais les gens par la position des mains. Et quand la séance est terminée, je lui ai dit, écoutez, d'une certaine manière, je m'en fiche que ce soit vrai ou que ce soit faux, mais franchement, vous m'avez fait rêver, et rien que pour ça, merci. Et vous voyez, je suis arrivé, je tire un peu la gueule, maintenant je repars, j'ai un grand sourire, je suis prêt à revenir, j'ai envie encore que vous me racontiez des histoires. Moi, je suis un raconteur d'histoires, donc quand j'en compte des personnes qui me racontent des histoires que je n'avais pas prévues, je suis toujours content. Et après, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, ça après, les gens ils en font ce qu'ils veulent. Pourquoi avoir besoin de certitude sur ce qui est vrai et ce qui est faux? Suite à la rencontre avec Monique Parent-Bacan qui m'a ouvert cette idée que peut-être qu'il y avait des vies antérieures, j'ai accepté une fois de faire de l'hypnose rebirth, de l'hypnose pour revenir dans ses vies antérieures. J'avais juste donné comme consigne, je vais retourner dans ma vie où j'ai connu ma plus grande histoire d'amour. Donc je ne savais pas où j'allais débarquer. Et puis en ouvrant la porte, où je débarquais dans ma vie où j'ai eu la plus grande histoire d'amour, je tombe sur une plage avec un type qui fait des ricochets sur l'eau. Et je sais juste que ce type c'était moi avant, enfin j'ai cette intuition. Et la première sensation que j'ai eue, c'est bon sang, qu'est-ce que ce type est décontracté. Qu'est-ce qu'il est relax. C'est-à-dire, c'est comme si ce type n'avait jamais eu le moindre stress de sa vie. Je fais bon, bah où il vit? Il me dit, pour lui c'est l'île. Cet endroit c'est l'île, mais il n'a pas de nom. Et il me dit par contre, j'ai dit ce que je perçois, c'est son âge, et il a 821 ans. Et à partir de là, j'ai raconté le vécu de ce personnage, qui en effet soignait avec les mains, et donc ça devait être mon ancêtre, Atlante. J'ai vécu 1 heure avec lui, donc le temps de la séance de retour dans la vie antérieure, et je me rappelle, Philippe Leroux, qui est le monsieur qui m'avait fait l'expérience, il me dit, bon ben revenez, l'heure est passée. Je dis, écoutez, je suis là-bas, je vois tellement de détails, je vois tellement d'informations à donner, que je souhaiterais quand même rester encore un peu. Il fait, ah non, mais là, c'est fini, il faut... Et puis, je voulais y rester juste pour pouvoir faire un travail comme d'archéologie. Je me rappelle, quand après j'ai visualisé ma vie de soigneur, je mettais ma main sur les gens et je percevais des lignes blanches et des lignes rouges, comme les lignes un peu, vous savez, les méridiens d'acupuncture. Et quand quelqu'un n'était pas bien, je repérais une sorte d'embouteillage dans ces lignes blanches et je mettais la main, je réchauffais et ça fondait. Et puis après, il y a eu l'histoire d'amour qui est arrivée avec une jeune fille qui était une étudiante qui voulait que j'apprenne la technique. Et je suis parti, j'avais pareil, je me suis dit c'est une super matière pour faire des romans, c'est un peu trop délirant, mais c'est le grand avantage d'être romancier, j'ai pas à prouver ce que je dis, puis je propose une histoire, après si ça résonne chez les gens, tant mieux, peut-être ça résonne plus fort chez ceux qui sont eux-mêmes des réincarnations d'Atlante, puis pour les autres c'est un délire, mais ça reste un délire, tant pis. Il y a une position que je trouve intéressante au niveau de la spiritualité, ça s'appelle agnostique. C'est je ne sais pas, reconnaître, avoir l'humilité qu'on n'a pas encore toutes les informations pour avoir des certitudes. Agnostique, donc sans connaissance, c'est la position de l'honnête homme moderne. Et je pense que les grands scientifiques peuvent soutenir ce point de vue. Dire qu'on ne sait pas, ça ne veut pas dire qu'on veut rester ignorant ou qu'on assume le fait d'être ignorant. Ça veut dire qu'on part dans une quête
qui est je vais essayer d'accumuler moi-même, avec mes sens et avec mon expérience et mon intuition, un maximum d'informations pour trouver des réponses aux questions qui m'intéressent. Que ce soit Dieu, que ce soit la science, que ce soit l'histoire. Et la position du bon agnostique, c'est, vu que je ne sais pas, je me renseigne. Et j'ai l'impression que toute ma vie, ça a été ça. C'est je ne sais pas, je m'enseigne. Et plus j'apprends, plus je découvre que j'ai beaucoup de choses à découvrir. Il y a un roman qui me semble bien résumer aussi cette idée, c'est Flatland. Ça a été écrit par un prêtre en 1870, un prêtre anglican. Et il raconte un monde où tout est plat. Et tout d'un coup, il y a un personnage qui voit une sphère. Et il essaie de décrire aux autres ce qu'est une sphère. Et il passe pour un fou ou pour un sorcier, et il a toute la société contre lui. J'ai l'impression que c'est la fonction même de romancier de science-fiction, c'est de dire, attendez, on est dans un monde plat, mais il peut y avoir une autre dimension auquel on n'a pas pensé, ce qui voudrait dire que s'il y a dans cette dimension quelque chose de nouveau, on n'est pas limité à la 2 dimensions, il existe une 3e dimension. Ben nous, on a l'impression qu'on est en 3 dimensions, peut-être qu'il y en a une 4e, qui peut être la dimension de la pensée, qui peut être la dimension de l'invisible, et tant qu'on n'a pas prouvé que le monde était limité qu'à 3 dimensions, peut-être qu'on peut laisser l'imagination, puisque c'est après tout le meilleur outil pour aller explorer ce genre de territoire, l'imagination, penser que peut être un monde avec un nouveau paradigme, une nouvelle manière de fonctionner. Peut-être la dimension de l'esprit, peut-être des dimensions physiques qu'on n'imagine pas. Je crois qu'on avance très très vite actuellement, notamment parce que enfin, grâce à Internet, grâce à la communication entre tous les esprits du monde entier, on arrive maintenant à voir de nouvelles hypothèses de recherche et de nouvelles voies de recherche. La lecture de Philippe Cadic m'a fait poser cette question que je ne m'étais pas posée avant. Qu'est-ce qui me prouve que ce qui est autour de moi est réel? C'était écrit dans un roman, au moment où je l'ai lu, je me suis dit, je suis en train de basculer juste avec une seule phrase, dans une sorte d'ivresse, comme si ça me faisait, j'avais bu un alcool d'un coup. Qu'est-ce qui me prouve qu'autour de moi, tout ce qui est autour de moi est réel, qui m'ouvre plein de perspectives. Et je me rappelle, dans Ubik, il y avait ce personnage qui arrive devant une tombe, et sur la tombe, il y a écrit « Je suis vivant et vous êtes mort ». Et en fait, c'est un message parce qu'il est mort, et que c'est les vivants qui veulent lui faire comprendre que c'est l'inverse, il croit que c'est les autres. Enfin, c'est juste un changement de point de vue. Et je suis vivant et vous êtes mort, ça veut dire, attends, tu n'as aucune preuve que ce qui est autour de toi, c'est le réel de référence, c'est juste une subjectivité. Tu n'es que dans une subjectivité. S'il le faut, tu es dans un jeu vidéo, s'il le faut, tu es comme dans True One Show, dans une émission de télévision, et tous ces gens autour de toi ne font que s'agiter pour faire du spectacle, et toi tu crois que c'est vrai, mais c'est un spectacle. Et cette idée est d'ailleurs développée dans le bouddhisme, c'est le voile de l'illusion, et je crois que le seul fait de se dire « Ok, c'est peut-être la réalité, mais je ne suis pas sûr que ce soit la réalité », c'est déjà une ouverture vers cette curiosité, vers « y a-t-il autre chose ? Y a-t-il une autre dimension ?» Et si ce n'est pas la réalité, ce n'est pas que ça, qu'est-ce qu'il y a dans les coulisses? Qu'est-ce qui régit ce système? Quelle est la dimension de complexité de conscience au-dessus? Qu'est-ce qui peut être plus large, plus fort, plus puissant que la pensée humaine qui le transcende et qui lui permettrait de s'élever? La spiritualité, c'est juste ça, vouloir atteindre le niveau de conscience au-dessus, une fois qu'on a compris dans quel niveau de conscience on est. Vouloir imaginer la dimension espace-temps supérieure, une fois qu'on a compris dans quelle dimension espace-temps on est. Et les romans de science-fiction peuvent permettre de faire ça, je pense, encore mieux que les religions. Il y a un problème avec l'irrationnel, c'est qu'il y a eu des gens qui ont abusé de l'irrationnel pour faire passer des conneries. Donc du coup, les anti-irrationnels disent « Ah, regardez, il y a tel et tel qui raconte des conneries, donc ça veut dire que tous ceux qui parlent de trucs irrationnels, c'est forcément des charlatans. » De même qu'il y a des gens qui ont récupéré la méditation pour faire des sectes, donc du coup, la méditation, c'est un truc de secte. C'est-à-dire, ils récupèrent le bon truc pour faire quelque chose de mauvais, et après ça sert d'exemple aux autres pour dire « Ah ben n'y allez pas, regardez, c'est des pièges ». Peut-être que l'arrivée de types comme Christophe André notamment, qui ont ouvert à une méditation sortie de la religion et sortie de tout le rituel, et Christophe André en plus a donné cette image de « je suis un médecin et pourtant je pense que la méditation est intéressante », ça ouvre de nouvelles voies. Les lignes bougent, on n'est plus d'un côté il y a les mystiques et de l'autre il y a les scientifiques. Il y a même des scientifiques qui disent « Ok, ça peut faire du bien,
ça peut apporter des réponses. Maintenant, pour chacun, c'est différent. Je crois d'ailleurs que c'est la grande différence entre la spiritualité et la religion. La spiritualité, c'est une expérience individuelle, la religion est une expérience collective. Je me méfie des expériences collectives, donc je me méfie des religions. Et maintenant, vu que la religion a montré ses limites, et qu'on ne peut pas se contenter que du monde matériel et scientifique, il faut trouver une troisième voie, que j'appellerais la spiritualité laïque, individuelle, expérimentale. Et cette nouvelle voie, il n'y a pas besoin qu'il y ait de gourou, pas besoin de leader, pas besoin de grandes têtes qui donnent un ton. Il y a juste besoin de se dire « Ok, je peux y arriver tout seul, c'est juste, il faut que je me rappelle qui je suis, et il faut que je comprenne qu'est-ce que je fais là, et qu'est-ce que je peux faire, et qu'est-ce que je dois faire. » Le drame de beaucoup de gens qui veulent faire la spiritualité, c'est qu'ils veulent dire des vérités. Renoncer à cette notion de vérité. Il y a des vérités relatives, pour chacun, elles sont différentes. Pourquoi vouloir dire, je vous garantis qu'après la mort, il y a la réincarnation? Pourquoi vouloir dire, je vous garantis qu'il y a des anges, je vous garantis qu'il y a Dieu? Peut-être. Peut-être qu'il y a Dieu, peut-être qu'il y a des anges, peut-être qu'il y a la réincarnation. Mais pas besoin de garantir, pas besoin de certitude, pas besoin de se retrouver entre gens qui savent que c'est comme ça et que c'est pas autrement. À un moment, on peut accepter qu'on est comme un bouchon qui se laisse porter dans le courant de l'esprit du monde. De temps en temps, on découvre une intuition, on trouve quelque chose, mais il n'y a pas de besoin de se fixer, de dire « là, je ne bouge plus, c'est la vérité que je vais défendre, je vais créer une citadelle autour, je vais mettre une mitrailleuse, c'est ma vérité, elle me convient. Ça ne te convient pas à toi, bah, fonctionne avec ta vérité. » J'aime bien cette phrase de Philippe Cadic, j'ai mis en tableau d'ailleurs dans le salon. La vérité, c'est ce qui continue d'exister lorsqu'on cesse d'y croire. J'ai l'impression que ce monde, c'est une convergence de plein de gens qui croient des choses différentes. Par moments, ils sont plusieurs à croire le même truc, alors ils se disent plus on va être nombreux à croire le même truc, plus ça va être vrai. Non, ils sont juste un groupe de gens qui croient ça. Il ne faut pas avoir peur de créer son propre système personnel, unique, non comparable. Peut-être que c'est la lecture de Philippe Cadic qui m'a appris cette idée. On est tous fous et on fait tous semblant d'être polis, d'être connectés aux autres, d'avoir un système solide pour sauver les apparences et que ça soit viable et qu'on ne se tape pas tous dessus. Mais une fois qu'on a admis cette idée que, bon, il y a quand même des bugs chez tout le monde, il n'y a personne qui a un disque dur nickel dans la tête et un esprit propre, on est plus tolérant. Peut-être que cette personne est paranoïaque, donc elle voit partout des dangers, peut-être que cette autre est schizophrène, elle voit des mondes parallèles. C'est d'autres formes de pensée. Maintenant, si je peux aider, je le fais. Si cette personne veut entrer en communication, je tente, je regarde qu'on peut s'enrichir nos systèmes. Mais enlever le jugement et la condamnation. Ça a fait tellement de mal dans le passé, tous ces gens qui étaient persuadés de détenir des vérités et qui voulaient les asséner aux autres par la force. Il faut maintenant arrêter. Il n'y a pas de phrase inscrite dans le marbre. Tout bouge, le monde bouge, tout est en changement. C'est pour ça que j'aime beaucoup la notion de taoïsme, de renouvellement permanent. J'en reviens à une phrase qui m'a l'air la clé de notre époque, c'est tout est relatif. Tout est relatif dit par Albert Einstein qui m'a l'air un visionnaire, en tout cas un esprit lumineux. Tout est relatif, ça vaut vraiment le coup d'être répété. Ça vaut vraiment le coup d'être réfléchi. Tout est relatif, ça veut dire ça change selon le temps, selon l'espace et selon la personne qui regarde. Et la notion de tout est relatif permet de détruire tout ce qui est dogme, secte, pouvoir rigide. Tout est relatif, ça veut dire ok, ça marche peut-être comme ça ici, ça marchera autrement ailleurs, et c'est pas grave. Vers l'âge de 8 ans, j'ai commencé à avoir des crises. En fait, j'arrivais pas à me lever, donc je quittais le lit en rampant. Puis mes parents pensaient que je faisais du cinéma. Ils disaient « Bon, allez, tu veux pas aller à l'école, tu veux pas aller à l'école ». Puis on a vu des médecins et personne ne trouvait la solution. Tout le monde pensait que c'est psychologique et que j'étais un feignant. Puis il y a Jean Dossé qui a découvert en 1979 la spondylarthrite ankylosante. C'est ma maladie. C'est une maladie qui fait que tous mes os se soudent et que progressivement, j'ai devenu un statue. Donc enfin, ce problème que j'avais, qui était un peu difficile, avait un nom. Et la solution, c'était des anti-inflammatoires. Je marchais avec une canne et je vais essayer de faire du sport. C'est peut-être de là que m'est venu en tout cas un goût pour être tout le temps mobile, tout le temps en mouvement. Après, j'ai fait du tai chi, j'ai fait des sports lents, doux, j'ai fait, comme je vous disais, de la canne. Mais la spondylarthrite ankylosante m'a donné le sentiment que j'allais bientôt être infirme et qu'il fallait que je rentabilise très vite cette vie avant que tout mon corps se soude. Il y avait l'idée, vers 40 ans, à ce qu'on m'avait averti qu'elle allait se passer, on me poserait cette question,
sachant que mon corps va se souder, est-ce que je préfère qu'il soit soudé assis ou couché? Assis, ça veut dire que je peux travailler, mais que je peux difficilement dormir. Et couché, je peux facilement dormir, mais je peux difficilement travailler. Et je me rappelle, j'avais déjà répondu, je préfère être assis, quitte à dormir assis. Et dès ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, pas de chance, je suis tombé sur le mauvais corps, la mauvaise existence, et ma vie ne va être qu'un cheminement progressif vers l'infirmité. Et vers 30 ans, à peu près à la sortie des fourmis, je me suis aperçu que j'avais moins de crises. Et les crises sont commencé à réduire au fur et à mesure que mon métier d'écrivain s'installait. Et maintenant, j'ai 56 ans et je n'ai plus du tout de crise. Je me régale dans mon métier et je peux dire qu'il me semble que la meilleure thérapie, c'est d'être heureux et de se réaliser dans son métier. C'est-à-dire que vous devez trouver votre talent, vous devez trouver votre mode d'expression personnelle, non seulement par philosophie ou par envie de répondre à un enjeu intellectuel, mais aussi pour vous faire du bien à votre corps. Si vous travaillez au métier qui ne vous convient pas, si vous êtes à la famille qui ne vous convient pas, si vous êtes dans le milieu qui ne vous convient pas, votre corps va vous le dire, et va vous le dire souvent de manière cruelle, à savoir en vous faisant une vacherie. Et sur le coup, vous allez me dire pourquoi ça tombe sur moi. Dites-vous plutôt, est-ce que le corps n'est pas en train de m'expliquer que je me suis trompé dans mes choix et qu'il faudrait peut-être que j'en revoie certains. Quand on est paumé, je n'ai pas de meilleure solution que le retour à la nature. Je crois que c'est une énorme prétention que de penser que nos problèmes sont importants. Ce sont des problèmes d'humains dans une société, avec des problèmes sentimentaux, des problèmes familiaux, des problèmes d'argent ou des problèmes de reconnaissance. C'est que des problèmes de rapport aux autres humains. Et dès le moment où vous rentrez dans une forêt, que vous marchez dans la forêt, vous voyez les arbres, ces foisonnements de feuilles, ces herbes, vous comprenez qu'on est des animaux au milieu d'une nature, et cette nature n'en a rien à foutre qu'on n'ait pas eu d'augmentation de salaire, qu'on ait été largué par sa copine, ou qu'on soit dans un endroit qui est trop bruyant, où on se dispute avec ses voisins. La nature nous rappelle juste, on est des êtres vivants, au milieu d'un système vivant, et c'est déjà extraordinaire. Et moi je sais quand j'ai des copains qui me disent « Ah là là, je vais pas bien, je fais une dépression », je leur dis « Promène-toi en forêt, respire, et puis regarde tout ce qu'il y a autour. » Et il y a un moment, la nature a cette puissance de nous guérir de tous nos problèmes psychologiques. C'est juste qu'on la sous-estime, comme on sous-estime les fourmis, comme on sous-estime une machine de jugement. On a décidé que la nature était quelque chose qui doit être dompté. On doit transformer les forêts en jardins. On doit transformer le monde sauvage en monde civilisé. Mais ce monde sauvage est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus puissant que notre monde civilisé. Le monde civilisé, c'est qu'une convention. On a décidé que les maisons devaient être droites, on a décidé que les rues devaient être comme ça, que le métro... C'est des conventions entre êtres humains. La nature, c'est beaucoup plus puissant. C'est des équilibres entre plein de formes de vie animale qui se complètent et qui s'enrichissent mutuellement. Et au moment où on se promène dans la nature, au moment où on marche dans la forêt, on profite de ça. Les énergies de la forêt ne sont pas dans le jugement de nos vies, ils sont juste dans « tu es une énergie au milieu d'autres énergies, des plantes, des animaux ». Et tout ça participe à un équilibre global. Tous ces systèmes se complètent les uns les autres. Et la grande erreur serait d'éliminer des espèces. Ce qui se passe actuellement, c'est en détruisant les forêts, on détruit des espèces entières, et du coup on crée des déséquilibres. Quand on se connecte à la nature, on devient automatiquement humble. Et je crois qu'on se rend bien malheureux à ne fonctionner qu'avec le mental, et à oublier qu'on va vivre ce qu'on va vivre, mais qu'on est là pour apprendre. J'aimais cette idée aussi, tous les problèmes peuvent se résoudre par la géographie. Bouger, ne pas rester au point où on vit le stress. Se déplacer pour regarder. Tous les problèmes qui sont au point A ne seront pas pareils quand vous serez au point B. Donc le tour du monde est la solution de toutes les dépressions et de toutes les envies suicidaires. Et le fait de se promener en forêt est la meilleure manière de surmonter ces crises d'angoisse ou ces peurs. Par contre, par moment, il faut rester longtemps en forêt pour bien bénéficier de toute l'énergie des arbres, toute l'énergie de la nature, et bien se rappeler qu'on n'est qu'un petit être sur une grande planète, que l'un des objectifs est d'évoluer soi-même et que toute notre espèce évolue. L'écriture des fourmis m'a appris quelque chose, c'est qu'on n'a que deux choix. Vivre comme des fourmis, vivre comme des rats. Les rats, qui sont une espèce très bien adaptée à notre monde, fonctionnent avec un système qui est élimination des faibles. Donc quand un rat est malade, il se fait bouffer par les autres. Quand une mère accouche, elle doit défendre ses enfants pour que le père ne les mange pas. Il y a des combats entre mâles rats
pour définir lequel va être le roi des rats. Donc c'est un système hiérarchique, on va dire du capitalisme sauvage hard, mais en même temps une adaptation à tous les milieux. D'ailleurs, je crois que rien que sur Paris, il doit y avoir plus d'un rat par Parisien. Je pense qu'il y en a beaucoup plus que ça. Je pense que les sous-sols de Paris sont envahis de rats et qui s'adaptent à tous les milieux, ils sont omnivores. Donc le rat est peut-être un animal du futur, mais c'est un animal qui vit dans la dureté. C'est les plus forts pètent la gueule aux plus faibles. Et les fourmis, c'est le contraire. Chez les fourmis, c'est solidarité de toute la collectivité. Quand quelqu'un est blessé, tout le monde doit venir en aide. Et ils ont un jabot social, c'est-à-dire qu'ils ont un deuxième estomac qui sert à garder la nourriture au cas où quelqu'un est faim pour pouvoir lui donner à manger. Donc c'est un animal qui est tourné vers l'aide aux autres, l'entraide et la réussite collective. La reine ne sert qu'à pondre. Et elle n'a pas de police, elle n'a pas de gardien de l'orthodoxie. La décision, par exemple, de déplacer le nid, c'est un individu qui va dire, écoutez, j'ai vu un endroit meilleur pour mettre le nid. Il n'a pas besoin d'avoir passé des diplômes, il n'a pas besoin d'avoir fait HC. Il arrive, il propose l'idée, puis les gens se disent, ah ouais, tu veux le mettre où? Bah, je voudrais mettre toute la ville, qu'on la mette un peu plus loin, parce qu'il y a plus de gibier, puis il y a de l'eau dans le sous-sol. Puis, bah, bonne idée, et puis voilà, ils vont déplacer tous les couvains, ils vont déplacer 50 millions d'individus à un autre endroit, parce qu'il y a un individu qui n'a aucune spécificité, mais qui a eu cette intuition. Une fourmi n'a qu'un souci, c'est être utile aux autres. Ben, un humain évolué devrait avoir cette idée de comment vais-je pouvoir me réaliser en aidant les gens qui m'entourent, en étant mon espèce. Tant qu'on est dans le système, tant qu'on est dans la foule des moutons qui avancent, on a des difficultés à créer et on a des difficultés à comprendre comment être le plus utile aux autres. Donc il y a un moment, ça vaut le coup de faire un petit pas de côté, de laisser avancer le troupeau et on se dit, au fait, qu'est-ce que je pourrais faire vraiment de bien? Comment trouver ma meilleure place dans le troupeau? J'aime bien cette phrase du mathématicien Gödel, pour comprendre un système, il faut s'en extraire. Je crois que c'est l'une des clés. Vous voyez, tout à l'heure je vous parlais de l'Obs. Pour comprendre l'Obs, il fallait que j'en sorte. Pour comprendre le système littéraire, il faut que j'en sorte. Pour comprendre ma société, il faut que j'en sorte. Et une fois que j'ai fait ce petit pas de côté, que je vois bien avec perspective comment avance le troupeau et comment fonctionne le système, je peux d'autant plus l'aider. Mais tant qu'on est dedans, le nez dans le guidon, on ne voit rien, on ne comprend rien, et on est tenté de dire « fais comme moi et n'essaie pas de faire le malin, et tu vois bien que j'avance, donc ça ira, t'en fais pas. » Il y a un petit prix à payer pour faire un pas de côté et sortir du système. Le système n'aime pas que les moutons sortent du troupeau, il y a des chiens qui sont là pour mordre les mollets, pour dire « attends, pourquoi tu sors du troupeau là? Arrête de faire le malin, fais comme tout le monde, tu vas voir, ça va marcher. Tes parents ont fait ça, tu vois que c'était bien, et ta compagne et tous tes amis font ça, pourquoi tu veux faire un pas de côté? Qu'est-ce que tu vas chercher? » Et là, il faut avoir confiance en soi, se dire je fais ce pas de côté parce que je sens qu'il faut que je le fasse pour comprendre ce que je fais là.